La prison, espace multiculturel. Alors que la grogne monte du côté des surveillants pénitentiaires, le ministre de la Justice a dévoilé le nombre d'étrangers emprisonnés en France. Le Maroc et l'Algérie sont sur le podium. Alors que de plus en plus de Français vivent dans la rue, les promesses de Macron sur les SDF ressemblent de plus en plus à un échec. Les migrants, eux, sont prioritaires. Face à ce phénomène, des Français renoncent à se résigner. C'est le cas du mouvement Bastion Social qui lance sa première campagne en faveur de la préférence nationale. Changement de président en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa succède à Jacob Zuma, mais le parti ANC reste aux manettes. L'historien spécialiste de l'Afrique, Bernard Lugan, nous livre son analyse. Madame, Monsieur, bonsoir. Les prisons comme symbole de mixité, alors que les surveillants pénitentiaires se révoltent face aux agressions devenues presque quotidiennes, le ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a publié un compte-rendu des nationalités présentes dans les prisons françaises et le constat est accablant. Thibaut Basside. Les prisons, véritable terre d'accueil. Alors que les agressions se multiplient dans les centres pénitentiaires français, le député Les Républicains de Lyon, Guillaume Larrivé, a mis les pieds dans le plat en demandant des comptes à l'actuel ministre de la Justice, Nicole Belloubet. L'objet de sa requête formulée en septembre dernier, avoir connaissance du nombre et de la nationalité des ressortissants étrangers actuellement détenus en France. Et le député Les Républicains a dû attendre 5 mois avant de recevoir une réponse du garde des Sceaux. Une réponse qui intervient quelques semaines après une révolte massive des gardiens de prison, démunis face à la surpopulation carcérale et aux conditions de travail. Après avoir fait ce constat, la réponse formulée par le ministère de la Justice est accablante. En effet, les prisons françaises sont occupées par près de 15 000 ressortissants étrangers, soit plus de 20% de la population carcérale totale. Si l'on regarde dans le détail, les pays du Maghreb que sont l'Algérie, le Maroc et la Tunisie occupent 3 des 4 premières places du classement, la Roumanie étant la 4e nationalité la plus représentée dans les prisons françaises. Néanmoins, ce chiffre est à prendre avec des pincettes puisqu'il ne prend pas en compte les étrangers naturalisés ou possédant la double nationalité. Ainsi, le nombre de détenus d'origine étrangère est selon toute vraisemblance bien plus important que le résultat annoncé par le ministère de la Justice. Outre le grand nombre d'étrangers présents dans les prisons, ce rapport soulève de nombreuses interrogations. Tout d'abord, le laxisme judiciaire. En effet, 20% de la population carcérale étant étrangère, donc n'ayant pas la nationalité française. Les procédures d'expulsion devraient nécessairement être plus nombreuses, permettant ainsi de désengorger les prisons. Cependant, l'ancien chef du service central de lutte antiterroriste au parquet de Paris, Alain Marceau, nous explique que le renvoi des condamnés dans leur pays d'origine est quasiment impossible. Parce que d'une part, le pays de départ ne veut pas les récupérer. Il se dit, bon, ces types-là sont partis en France, que la France se débrouille. Et je prends le cas d'un Algérien qui avait été condamné à 7 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur. Il y a peu qu'on a renvoyé en Algérie. Et pour une fois, les Algériens, parce que pour envoyer l'individu dans son pays d'origine, il faut que l'État d'origine adresse un sauf-conduit aux autorités françaises. Et les Algériens, pour une fois, nous avaient adressé un sauf-conduit. On met le type dans l'avion, il arrive en Algérie, et là, les Algériens disent, ah, non, c'est une erreur administrative, on n'aurait pas dû vous le délivrer. D'ailleurs, ce type-là, certes, il est algérien, oui, il a été condamné par la cour d'assises, mais c'est votre culture et vous le récupérez. Et on a récupéré le bonhomme. Donc il faut savoir que sous ça se passe régulièrement. Donc en général, le pays d'origine ne veut pas reprendre ses ressortissants. Une défaillance qui en appelle d'autres. 30% des détenus étrangers viennent des pays du Maghreb. Ainsi, l'islam occupe une place prédominante dans les prisons françaises et une partie de ces détenus est radicalisée. De ce fait, les risques de radicalisation sont multipliés et d'apprentis terroristes peuvent naître en prison. Le danger est donc omniprésent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des centres pénitentiaires. Les Français à la rue, les migrants au chaud. L'hiver passe, mais les SDF restent dehors, malgré les promesses présidentielles et les gesticulations politiques. Un phénomène qui va en s'aggravant et face auquel les Français refusent de se résigner. Mais nous devons accueillir des réfugiés car c'est notre tradition et notre honneur. Les autres avant les nôtres, c'est un peu la devise d'Emmanuel Macron. Un accueil à bras ouverts pour les clandestins qui ne devrait cependant pas faire oublier les déclarations présidentielles sur les sans-abri français. Des propos tenus en juillet 2017, juste après l'élection du président de la République. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi.
Des propos qui se situent à des années-lumière de la réalité des 140 000 sans domicile qui dorment dans les rues de France. Et quand le président est mis devant le problème qui consiste à accueillir des étrangers au détriment des Français, ce dernier botte en touche. Donc, il y a aussi un moment où moi je dois en répondre devant tous les Françaises et les Français. Je ne peux pas leur mentir. Et donc, ce qu'on doit, c'est accueillir tous les gens qui arrivent, parce que tant qu'on ne sait pas s'ils sont éligibles à l'asile ou pas, on ne doit pas regarder, il ne doit pas y avoir de conditions. Et moi, je n'accepte pas le discours sur les concurrences de la misère. Pas de concurrence de la misère, et pourtant Emmanuel Macron l'avoue, s'il n'a pas pu répondre au problème des sans-abri, c'est à cause de la pression migratoire. Sûr de lui, le président reconnaît tout de même des échecs, notamment celui de ne pas avoir trouvé un toit à tous les sans-abri avant la fin de l'année, comme il l'avait promis. On a échoué là-dessus car il y a eu une pression migratoire forte en fin de trimestre. Et pour ne pas trop perdre la face, rien de tel pour le gouvernement qu'un joli bobard. Ainsi, le ministre de la Cohésion des Territoires, Julien Denormandie, affirmait, sans sourciller, le 30 janvier, que seule une cinquantaine d'hommes isolés en Île-de-France dorment seuls. Pour quiconque s'est baladé ne serait-ce qu'une heure dans les rues de la capitale, ces propos ont tout du mensonge politique. Pour éviter la polémique, le ministre a finalement déclaré quelques jours plus tard qu'il s'agissait en réalité des appelants du SAMU social de Paris en fin de journée, c'est-à-dire après 19h. En effet, le gouvernement a changé la grille de lecture de la question des sans-abri pour éviter de répondre aux chiffres réels. Ainsi, ne peuvent pas être comptabilisés dans la catégorie avérée à la rue les SDF ayant réussi à s'abriter dans un parking, une gare ou une station de métro. Et pour éviter d'être contredit par les associations, l'État a imposé à chaque 115 un logiciel et refuse la centralisation des données, ce qui permet une plus grande marge de manœuvre pour manipuler les données. Et pourtant, la manipulation des chiffres ne dupe personne, car même l'INSEE, qui dépend pourtant du ministère de l'économie, recense 28 000 sans-abri pour la seule agglomération parisienne. Face à ce phénomène, la mairie de Paris y est allée de son petit coup de com' en organisant une nuit de la solidarité pour recenser le nombre de sans-abri. Une démarche pas franchement utile, les associations présentes sur le terrain toute l'année connaissent déjà ces chiffres. Le milieu associatif et solidaire, c'est de ce côté que les SDF français peuvent trouver du soutien. Ainsi, le mouvement politique et social Bastion Social, né à Lyon en 2017 et désormais implanté à Strasbourg, Chambéry et Aix-en-Provence, a lancé une campagne sur le thème de la préférence nationale. Donc nous avons lancé une campagne sur la préférence nationale qui est notre première campagne. Donc puisqu'on on part du principe que les Français doivent redevenir maîtres de leur destin et prioritaires chez eux, puisque ce sont eux qui ont construit le pays, qui sont les héritiers d'une tradition plurimillénaire en tant que Français, donc en tant qu'Européens de langue et de culture française. Nos actions auprès des plus démunis se passent de manière hebdomadaire via des stands de récolte alimentaire, de la redistribution, mais aussi des suivis administratifs, puisqu'on a une volonté d'agir sur 2 points, à savoir l'aide à court terme et l'aide à long terme, dans une optique de relogement comme nous avons pu le faire à Lyon, avec cette grand-mère donc nous avons réussi à le reloger, qui résidait dans le bâtiment que l'on occupait, et par la suite, donc 2 mois après, nous avons réussi à la reloger. Face aux politiques gouvernementales de négation du problème des sans-abri français, le Bastion Social s'est mobilisé vendredi matin devant les services de l'immigration de Lyon pour réclamer l'application de la préférence nationale. Ce matin a eu lieu donc une action à côté des services de l'immigration avec une banderole déployée, appliquons la préférence nationale, puisque nous partons du principe que les Français doivent redevenir maîtres chez eux. Et parallèlement à cette campagne, nous faisons une proposition d'abolition de droit du sol et de faire primer le droit du sang, puisque nous partons du principe que naître dans une écurie ne fait pas de vous un cheval et naître en France ne fait pas de vous un Français de manière automatique. En attendant un hypothétique changement de cap gouvernemental, le Bastion Social agit sur le terrain en organisant notamment des collectes pour les sans-abri et les plus défavorisés. Les équipes Macron, elles, ont loupé leur premier hiver en ne tenant pas les promesses présidentielles. Pas très grave, les ministres et les députés, eux, dorment au chaud. Vendre des produits à la durée de vie limitée pour permettre d'en vendre d'autres plus rapidement. C'est devenu une habitude dans de nombreux secteurs, notamment celui des nouvelles technologies. Une pratique qui relève du délit en France et contre laquelle le gouvernement entend lutter. C'est devenu une habitude de production pour des entreprises et un casse-tête pour les consommateurs. L'obsolescence programmée est au cœur des stratégies des grands distributeurs de produits de nouvelles technologies et de matériel électroménager notamment. Ainsi, le cahier des charges pour la fabrication de certains produits de consommation, comme des téléphones portables ou des sèche-linges, tient compte de la nécessité que le produit fini ne doit pas avoir une durée de vie trop longue. L'intérêt, vous l'aurez compris, est de pouvoir vendre rapidement un nouveau produit. Sujet de controverse depuis plusieurs années, il commence tout juste
juste à être traitées par le politique. Ainsi, le gouvernement planche sur des mesures pour lutter contre ce phénomène. Pour cela, les pouvoirs publics peuvent s'appuyer sur les travaux d'associations de consommateurs ou l'action d'organisations comme Hope, Halte à l'obsolescence programmée. L'idée qui ressort pour l'instant est la mise en place d'indices de consommation et de mesures incitatives pour les entreprises. Le secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, Brune Poirson, a d'ores et déjà annoncé que le gouvernement mettrait en place des outils pour mieux informer les consommateurs. On pense notamment à l'étiquetage des produits avec une note allant de 1 à 10 sur la durée de vie du produit, une mesure qui ne devrait pas être imposée avant 2 ans. Plus intéressant pour les entreprises, la mise en place d'une incitation fiscale, notamment pour celles développant des services de réparation plus performants, séduisant sur le papier certes, mais difficile à mettre en œuvre. En effet, même avec la meilleure volonté, le gouvernement français s'attaque à des monstres du marché de la consommation face auxquels il semble bien impuissant, sans compter que les États d'où proviennent ces produits, les États-Unis et la Chine notamment, n'ont rien à gagner à jouer le jeu, ils vendraient moins et la création d'emplois dans les services de réparation ne leur profiterait probablement pas. Autre difficulté pour l'État, la diversité des législations européennes sur la question. En effet, la France est le seul pays européen à avoir fait de cette pratique un délit pénal quand d'autres pays, comme la Belgique, l'autorisent. La Commission européenne, elle, fait toujours la sourde oreille devant ce qui s'apparente à un gaspillage économique, mais aussi à un désastre écologique. Quoi qu'il en soit, le gouvernement devrait donner plus de renseignements sur les mesures envisagées dès le mois de mars prochain. L'Afrique du Sud a un nouveau président. Empêtré dans des affaires de corruption, Jacob Zuma a été contraint de démissionner par son parti, l'ANC. Le nouveau chef de cette formation, Cyril Ramaphosa, lui a succédé à la tête du pays, Pierre Bergerot. L'Afrique du Sud tourne la page Zuma, jeudi en l'absence d'un autre candidat. Cyril Ramaphosa, le chef du parti au pouvoir, l'ANC, a été déclaré président. Il restera en fonction jusqu'aux élections générales prévues l'an prochain. En attendant, il a promis aux députés de s'attaquer aux problèmes de corruption. Je déclare l'honorable Matamela Cyril Ramaphosa dûment élu président de la République d'Afrique du Sud. Les problèmes de corruption, les problèmes liés au redressement de nos entreprises publiques et comment régler la corruption de l'État sont des questions à traiter en priorité. L'historien Bernard Lugan, directeur de la revue L'Afrique réelle, nous dresse le portrait du nouveau président. Son image de héros de la lutte anti-apartheid pour séduire les classes moyennes cache en fait une réalité bien différente. Ramaphosa va être l'homme de la finance internationale et du grand capital. Ramaphosa a fait sa fortune dans les conseils d'administration des grandes entreprises blanches après 1994 et il va être un petit peu l'interface du monde capitaliste anglo-saxon. Et il va avoir en face de lui donc tout le côté révolutionnaire racialiste de l'ANC et de Julius Mandela. Donc nous avons, si vous le voulez, une orientation vers le grand système capitaliste mondialiste et vers une Afrique du Sud qui va être rapidement coupée en deux entre le monde de la finance qui tourne tout autour et les réalités qui sont les réalités fondamentales de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire les réalités ethno-raciales avec la revendication à la fois sociale et raciale de l'aile gauche de l'ANC et du parti de Julius Malema. Depuis des semaines, Cyril Ramaphosa tentait de pousser son prédécesseur Jacob Zuma vers la sortie. Mardi, son parti, l'ANC, lui a demandé de quitter le pouvoir, mais le vieux chef avait alors demandé 3 à 6 mois de transition pour mettre ses affaires en ordre. Face à son refus, sa formation l'a alors menacé de déposer une motion de défiance devant le Parlement. Acculé, il a finalement annoncé son départ mercredi. Lors de son discours télévisé, le désormais ancien chef d'État est revenu sur les désaccords qu'il a avec son parti, concédant qu'il n'avait pas toujours été un parangon de vertu. En effet, Jacob Zuma laisse un pays exsangue, une situation qui perdure depuis l'arrivée de l'ANC au pouvoir en 1994.
En fait, le système mafieux de l'ANC est un système qui apparaît au grand jour avec Zuma. Mais à l'époque de Mbeki, à l'époque de Mandela, nous avions déjà ces entreprises qui étaient des entreprises de type mafieux. En fait, les cadres de l'ANC se sont remplis les poches, se sont enrichis, ont totalement pillé le pays et ont dilapidé l'héritage considérable qui avait été laissé par le régime d'avant 94, par le régime blanc. N'oublions pas que l'Afrique du Sud, en 1994, était la principale puissance militaire, industrielle, financière, agricole du continent. Aujourd'hui, le pays est en phase de tiers-mondisation. Bon, il n'y a eu aucun effort qui a été entrepris depuis 1994, donc la faillite est totale. Et là, on arrive au terme ultime, qui est le terme de Zuma, avec en plus les trafics considérables. Zuma a vendu son pays à une famille d'escrocs indiens et il est tombé avec eux, c'est la famille Gupta. En attendant, Cyril Ramaphosa prononcera ce vendredi soir le discours sur l'état de la nation pour indiquer les lignes directrices de la politique qu'il entend mener. Mais la route n'est pas toute tracée. Les proches de Jacob Zuma continuent d'occuper les postes influents. L'actualité en bref avec Pierre Bergerot. Les institutions musulmanes au secours de Tariq Ramadan. Le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, demande la remise en liberté de l'islamologue mis en examen pour viol. Selon cette organisation, la justice se servirait de la réalité des violences sexuelles pour en faire une lecture sélective. Tariq Ramadan serait donc le symbole politique et involontaire d'un système qui déraille sous pression islamophobe. Le communiqué publié mercredi a depuis été supprimé. Les prénoms musulmans en plein boom. Selon l'INSEE, plus de 20% des enfants nés en 2016 ont reçu un prénom islamique. Pour rappel, ce taux était de 6,5% il y a 20 ans. En Seine-Saint-Denis, le chiffre grimpe à 51%, des données qui restent encore en dessous de la réalité. L'INSEE évite en effet de publier de nombreux prénoms musulmans car considérés comme rares. Antiracisme 1, liberté d'expression 0. Aux États-Unis, un professeur d'anthropologie de Princeton a dû annuler son cours sur les discours de haine après avoir suscité la colère de quelques étudiants. Ces derniers n'ont pas supporté d'entendre le mot nègre que leur professeur utilisait pour évoquer sa force émotionnelle. Certains lui ont demandé de s'excuser, ce qu'il a refusé. Ils sont alors allés porter plainte auprès de l'administration de l'université et le professeur a plié. Outre-Atlantique, le mot nigger lié à l'esclavage aurait une connotation plus violente que le mot nègre en français, mais est pourtant largement utilisé par les chanteurs de rap noirs. Un lapin crée la polémique. Une scène du film d'animation Pierre Lapin, adapté du livre pour enfants de Béatrix Potter, a scandalisé certains Américains. Alors que le rongeur bombarde le jardinier avec des murs, ce dernier, allergique aux fruits, est victime d'un choc anaphylactique. Associations et parents d'enfants allergiques sont alors montés au créneau, estimant que ce passage encourageait le public à ne pas prendre au sérieux les risques des réactions allergiques. La société productrice a dû s'excuser. Le lapin court toujours. Découverte d'une sépulture gauloise, l'archéologue Vincent Carpentier et son équipe ont mis au jour un cimetière pour enfants vieux de plus de 2000 ans à Jorte dans le Calvados. Une trouvaille qui permettrait de prouver que le passé gaulois de la commune est antérieur à la conquête de César. En effet, les chercheurs ont déjà pu dégager près de 130 dépouilles inhumées aux alentours de -70 avant Jésus-Christ. Des parures en bronze retrouvées sur certaines d'entre elles confirment également l'existence d'échanges commerciaux entre la Gaule et l'Angleterre. La délégation française se rapproche du but. Ce vendredi matin, Julia Pereira de Souza, 16 ans, a décroché la médaille d'argent en snowboard cross. Elle a notamment devancé sa compatriote Chloé Trespeuch. Les Bleus ont d'ores et déjà remporté 7 médailles, dont 3 en or, alors qu'il reste une semaine de compétition pour atteindre l'objectif des 20 médailles, fixé par le président du Comité national olympique et sportif français, Denis Masseglia. On approche de la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, l'embarrassant Darmanin. Ce soir, retrouvez immédiat. Jean-Yves Le Gallou et Hervé Grandchamp évoqueront le cas de la chanteuse Ménel Ibtissène, la réponse du gouvernement auprès de l'accusation d'agression sexuelle à l'encontre de Nicolas Hulot et la hiérarchisation des informations selon les journalistes des médias de masse.
Également au programme, Tête à Clash, Franck Tanguy recevra Samuel Lafont, Aude de Queyros, Yves Christen et Grégoire Boucher. Ils débattront du voyage d'Emmanuel Macron en Corse, des styles artistiques dans l'histoire et du carnaval de Dunkerque. Il faut savoir que quand vous étudiez la philosophie de l'art ou l'esthétique, dans beaucoup d'universités en France en tout cas, les enseignants défendent l'art officiel d'aujourd'hui, vous expliquent l'histoire de l'art comme une sorte d'abandon du beau. Et donc quand on abandonne le beau et le bien, il n'y a plus de mieux et de moins bien. On parlait tout à l'heure de Mozart et Bach. Et effectivement, le but, c'est plutôt aujourd'hui, pour être visible, de choquer. On avait vu l'histoire du plug anal, si on peut appeler ça de l'art. Le vagin de la reine à Versailles. Et effectivement, ça devient très compliqué pour, il me semble, une grande partie de la population qui s'explique à peu près naturellement que l'art, c'est ce qui devrait être beau, bon et bien, ou au moins de ces critères, de faire face, en fait, à quelque chose qui paraît souvent laid, incompréhensible. Samedi, exceptionnellement, pas d'hebdo politique, mais vous retrouverez Élise Blaise dès lundi pour le journal, après quelques jours de repos, bien mérités. En attendant, n'hésitez pas à rattraper votre retard si vous avez manqué les derniers numéros. Dimanche, Guillaume de Thelois vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré au dernier livre de Nicolas Diat, Un temps pour mourir, dernier jour et de la vie des moines. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir.